Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à Cultiver son savoir, une série de 7 émissions consacrées à divers sujets d'actualité. Aujourd'hui, avec le professeur Gilles Bronchetti du département d'anatomie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, on parle d'une certaine forme de vie après la mort, ou pour être plus précis, comment, par le don de notre corps à la science, peut-on aider nos concitoyens une fois que nous serons décédés? Quelle recherche fait-on avec les corps donnés à la science? Dans quelques instants. Alors bonjour, professeur Bronchetti. Je suis très heureux que vous soyez des nôtres aujourd'hui pour cette émission. C'est un sujet particulier, pour ne pas dire tabou, puisque bien des gens souvent n'osent pas poser des questions sur le don de corps à la science. Mais c'est un sujet pour lequel la personne qui donne son corps à la science, c'est un geste très altruiste. Mais encore, si on parle justement de don de corps à la science, qui peut donner son corps à la science? Tout le monde. Tout le monde peut donner son corps à la science. Tout le monde, à partir de 14 ans, je crois, d'après la loi du Québec. On donne son corps à la science de son vivant. Tout le monde n'est pas accepté au moment du décès parce qu'il y a quelques restrictions, quelques demandes qui sont obligées pour qu'on accepte un corps. OK. On peut parler de quelles demandes? Alors, par exemple, il ne doit pas y avoir de maladies à déclaration obligatoire, par exemple, des maladies qui sont contagieuses. Certaines infections, d'hépatite, de choses comme ça, qui pourraient mettre en danger le personnel, ne sont pas acceptés. Il faut aussi que tous les corps que nous recevons sont embaumés. Nous les embaumons nous-mêmes. Il faut donc qu'on puisse embaumer, et donc les polytraumatisés, accidents de la route, etc., ne pourraient pas être acceptés. D'accord. Sinon, où il y a des limites de taille et de poids, je dirais en gros, ce sont les limites. D'accord. Donc, limite de taille et de poids pour avoir un meilleur accès aux organes ou aussi pour la manipulation des corps? C'est pas mal pour la manipulation et pour l'entreposage des corps. D'accord. Il faut dire qu'on injecte à peu près 20 litres de liquide d'embaumement, ce qui ajoute une vingtaine de kilos. Tout à fait, oui. au corps. Il faut qu'on puisse les manipuler après. Okay. Quelle est la procédure si une personne désire de son vivant donner son corps à la science? Il faut en faire le signifier quelque part. Ça peut être, par exemple, sur les sites des universités où il y a des laboratoires d'anatomie. Il y a généralement accès à des documents qu'on peut télécharger. Il faut remplir le document, il n'y a pas grand-chose à mettre, faire signer par 2 témoins, et c'est tout. Il y a aussi une possibilité, et ça arrive assez fréquemment, juste d'en parler avec sa famille. Et la famille, au moment du décès, dira à l'hôpital, par exemple, mon père, ma mère voulaient donner son corps à la science. Et à ce moment-là, l'hôpital, l'infirmière de garde, etc., va appeler les différentes universités, etc. D'accord. Mais si toutefois la personne a également donné ses organes à la science, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, quand on donne, j'ai moi-même une carte de donneur d'organes et je donne mon corps à la science, de mon vivant, je peux donner les deux. Au moment du décès, il faudra que quelqu'un choisisse l'un ou l'autre. Si je peux donner mes organes, ça demande quand même des conditions particulières, de donner les organes, mort cérébrale, etc. Les organes vont être prélevés, parce que ça, c'est pour la vie, ça donne la vie directement à des personnes, et donc c'est prioritaire. Mais dans ce cas-là, le corps ne pourra pas être pris par un laboratoire. D'accord. Par contre, il y a beaucoup de cas, une personne âgée, malade, un cancer par exemple, etc., où on ne donnera pas son corps, on ne pourra pas donner d'organes. Et à ce moment-là, le corps pourra être pris par un laboratoire d'anatomie. D'accord. Et quelles sont les recherches? Je sais que vous avez beaucoup de recherches à faire sur les différents corps, mais quelles sont les principales recherches que vous faites? Vous voulez réduire mon temps de parole.
Principal sujet de recherche. Bon, je vais peut-être essayer de les classer en groupes, si vous voulez, sans rentrer dans les détails, à moins que certains vous intéressent. Beaucoup de recherches qui sont faites au laboratoire d'anatomie de l'UQTR sont des recherches, je dirais, avec application, à partir de questions que nous posent des médecins, des chirurgiens, des cliniciens. Un clinicien, un chirurgien vasculaire nous a demandé il y a quelques années, on a un problème avec, on rentre toujours par la fémorale, l'artère qui est ici, qui est une artère qui permet d'arriver au cœur et de faire placer des stents, faire beaucoup de manipulations, on fait des chirurgies complètes endovasculaires. Il dit le problème, c'est que cette région-là cicatrise très mal. Et à cause d'une mauvaise cicatrisation, on peut mettre en danger la vie des patients. Ce qui est quand même bête, on a sauvé le cœur et tout. Et là, il y a ça. Et on s'est penché là-dessus avec une de nos étudiantes qui était à la maîtrise. Elle a fait tout un travail remarquable sur des corps, justement, en analysant exactement la vascularisation de cette région. Et elle a proposé, elle a montré d'abord que quand on fait l'incision classique qu'on fait en chirurgie de cette région, on lèse des vaisseaux cutanés qui empêchent la cicatrisation quand ils sont lésés. Et donc, on a proposé avec le chirurgien d'autres approches pour inciser un petit peu à côté, un petit peu en dessous, et peut-être que ça pourrait aider. Ça a été repris par des chirurgiens, je dirais, de plusieurs pays parce qu'on a publié ça, bien sûr, dans un journal scientifique, et qui nous ont dit, en effet, que ça marchait et qu'on pouvait faire ça. Donc, la cicatrisation était plus rapide à ce moment-là. C'est très pratique et bien sûr, c'est pas toujours qu'on peut le faire, mais ça aide. Il y a des anesthésistes qui sont venus, par exemple, une anesthésiste de Montréal qui avait des questions sur comment anesthésier quelqu'un juste par des blocs périphériques, quelqu'un qui ne peut pas supporter une anesthésie complète. Quand on fait une mastectomie, on enlève le sein d'une personne pour une raison de cancer, par exemple. Ça peut être très difficile parce que c'est une région qui a tellement d'innervation sensitive que ça prend beaucoup d'anesthésie. Et si ça prend trop d'anesthésie, on met en danger la personne aussi. Et donc, elle voulait avoir une technique avec échographie, comment injecter le minimum, mais que ce soit très efficace. Et elle venait pratiquer et tester ça sur des corps, différentes techniques, et elle nous revenait la semaine suivante, parce qu'elle faisait les expériences seulement la fin de semaine, elle travaillait toute la semaine, elle disait « ça marche ». Donc, des recherches qui sont très pratiques, très cliniques, très directes. Mais nous avons aussi des recherches qui sont, je dirais, sur beaucoup plus long terme. Une équipe internationale de médecins, chercheurs, anesthésistes, etc., travaille sur la réanimation cardio-respiratoire. Vous savez, les massages cardiaques. Oui. Il y a énormément de problèmes qui se font avec les massages cardiaques. Ça peut abîmer les poumons, il peut y avoir des lésions pulmonaires qui se font après, comment se fait la circulation, etc. Et on s'est aperçu qu'avec un certain type d'embaumement que nous utilisons au laboratoire, la recherche avec une ventilation du corps on est exactement dans le cas, et ils ont comparé avec la clinique, ce sont des médecins, dans le cas d'une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire. Donc on peut comparer exactement, tester des nouvelles méthodes de réanimation, etc. Et les résultats sont absolument extraordinaires et changent la façon de voir la réanimation cardio-respiratoire. Et la façon de pratiquer. La façon de pratiquer. Mais il y a des recherches aussi qui sont beaucoup plus fondamentales que ça. Des sociétés privées qui viennent tester certains de leurs appareils. On a des chercheurs du département qui font de la recherche musculo-squelettique sur la résistance des ligaments à la traction. Comment réagit un tendon quand il est tendu, qu'il est mis sous traction très fréquemment, etc. Donc pour des questions plus biomécaniques, etc. Comment une articulation
se transforme quand elle est utilisée fréquemment, avec des poids, sans poids, etc. Donc, beaucoup de recherches comme ça, qui sont des recherches plus fondamentales, mais qui ont aussi des aspects pratiques. Mais lorsqu'on parle de recherche en biomécanique, j'imagine que l'embaumement est différent. Alors, si on veut que le corps soit souple, qu'il ne soit pas rigide? Oui. Alors, c'est une très bonne question. Dans toutes les recherches, je dirais, avec des aspects chirurgicaux, ou des aspects chirurgicaux, ou des aspects de biomécanique, justement, nous avons en effet des corps souples. C'est une technique qui a été développée par un chirurgien anatomiste viennois qu'on appelle Walter Thiel, c'était son nom, et on appelle ça la méthode Thiel. C'est une méthode qui laisse le corps exactement dans la texture du vivant. Et donc, on peut pratiquer des chirurgies, on en fait, et on peut manipuler le corps, et il est parfait. Pour certaines techniques biomécaniques, on va même jusqu'à utiliser des corps qui n'ont pas été embaumés, mais qui ont été congelés et décongelés. D'accord. OK. Sinon, toujours dans les recherches, je sais qu'on pourrait en faire des heures, mais je trouve ça quand même passionnant aussi à écouter. Puis, allons dans tout à fait un autre contexte, à l'extérieur de notre laboratoire, mais toujours dans notre laboratoire officiellement. Il y a un site qui a été ouvert à Bécancour de recherche en taphonomie. Taphonomie, c'est l'étude de la décomposition des corps. Et c'est un projet absolument extraordinaire qui, d'ailleurs, a une reconnaissance internationale maintenant. C'est le premier projet au Canada où on étudie la décomposition des corps sur Terre, dans nos climats. Nous n'avons pas les mêmes climats que l'Arizona, le Texas, la Californie ou l'Australie, là où il y a d'autres laboratoires de ce type. Et on n'a pas les mêmes insectes, nous n'avons pas les mêmes conditions, le même microbiome pour la décomposition des corps. Et donc, il est très important pour les études on retrouve un corps, savoir quand il est décédé, etc. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la faune, des insectes qui sont dessus, de l'état du corps, etc. Il est très important de faire ces études. Et les études sont, alors là, avec énormément d'autres sujets liés à ça, le développement de l'odorat chez le chien pisteur pour aller chercher les corps. Il y a des études qui sont faites de tout vraiment, sur la décomposition cadavérique. C'est vraiment passionnant et c'est tout un ensemble de chercheurs qui sont là-dedans. Et à ce moment-là, je m'excuse, à ce moment-là, on aide beaucoup tout le domaine des enquêtes. Exactement. Policiers. Exactement. Et c'est vraiment très intéressant. C'est tout le sujet de la recherche en sciences forensiques, comme on dit, qui se développe à l'UQTR et qui est vraiment un chef de file au Québec et je pense au Canada aussi. Donc il y a cet aspect-là. Nous avons des recherches qui se font aussi avec... Qu'est-ce que je vais prendre ? Pour la pédagogie, par exemple. Oui. Là, c'est plus... on utilise les corps de toute façon. L'autre aspect de notre activité, c'est pour l'enseignement. Mais développer un enseignement particulier, par exemple, on parle beaucoup d'enseignement à distance maintenant. Oui. Un laboratoire d'anatomie est très réfractaire à l'enseignement à distance. C'est tellement important de toucher, de voir les 3 dimensions, de percevoir ces 3 dimensions, et même les logiciels qui permettent de tourner les corps et tout ça échouent complètement pour une bonne intégration de l'anatomie tridimensionnelle. Ça a été montré dans beaucoup d'études. Donc, on est très pour venez toucher, regardez les corps, prenez le temps, et ceci nous permet d'avoir une meilleure formation. Seulement, il y a des techniques quand même de modélisation 3D qui sont particulièrement fines et intéressantes. Et nous avons une chercheure postdoctorale qui va venir pendant une année sabbatique chez nous pour essayer de développer des techniques de réalité augmentée. Oui.
sur justement des corps et comment on peut utiliser ça comme complément à un enseignement au laboratoire. Alors là, avec réalité augmentée, avec tout ce que ça comporte d'imagerie, mais aussi de réalité, en quelque sorte. Donc là aussi, on a des formations et de la recherche qui se font, qui sont très intéressantes. On parle de combien de corps par année qui vous sont donnés? Alors, encore une fois, beaucoup pour l'enseignement, de plus en plus pour la recherche. On a à peu près une moyenne de 65 à 75 corps par année. Quand même. C'est beaucoup, mais je dirais le don de corps a toujours été plus important en nombre que notre capacité à les recevoir. Il y a des fois où nous devons refuser des corps, pas pour une raison que je vous ai énumérée au départ, mais parce que on n'a pas de place. Et ça, c'est quelque chose qui nous choque. De dire à une famille, on ne peut pas prendre le corps de votre mère parce qu'on n'a pas de place. C'est pas une bonne raison, ça. Et donc, ça a été un moteur pour nous de développement de projets de recherche, de développement de formation, etc. Et donc, depuis le petit laboratoire où je suis arrivé en 2000, où on avait 6-7 corps, jusqu'à maintenant, on a développé, on avait 45 étudiants qui étaient au laboratoire, on en a 1200, 1300 qui passent par année. Oui. On a des formations au collège, des chirurgiens. L'Université de Montréal nous envoie ses étudiants de médecine. Il va falloir agrandir. Donc, inévitablement. on devient vraiment un très gros, mais on continue de se développer grâce aux dons de corps et pour les dons de corps, en quelque sorte. Je me posais la question aussi, parmi toutes les recherches que vous avez faites, quelle a été la plus probante à vos yeux, celle qui vraiment, là, vous nous avez fait part de résultats de recherche qui sont fort intéressants, mais une qui vous a marqué davantage, qui a marqué votre esprit davantage? Je ne pourrais pas vous répondre. Non, difficile de faire le choix. Vous savez, chaque fois qu'on voit des résultats et que des cliniciens, nous ne sommes pas cliniciens, nous disent « ça marche », comme je vous l'ai dit. Oui. C'est déjà en c'est soi merveilleux. Une belle réussite. Oui. L'étude qui se prolonge, qui dure depuis déjà des années, sur la réanimation cardio-respiratoire, il y a un médecin qui nous a raconté que dans son hôpital, dans l'hôpital où il était, il a dit est-ce qu'on pourrait, et là je ne connais pas exactement les détails, est-ce qu'on pourrait inverser telle tubulure ou telle ventilation, mettre tel degré de ventilation, etc. Ce qui était une pratique qui n'était pas acceptée, mais c'était un patient qui était en train de mourir. Le patient était sauvé. Oh. Donc, vous savez, c'est le genre de choses où on se dit, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Il y a quelque chose qui a été fait. Tout à fait. Avec des corps, avec des morts, mais on a ça il y a plusieurs laboratoires qui ont ça. Ici, les morts viennent en soutien à la vie. Et c'est tout à fait ça. On a besoin de ces corps, on a besoin de ce don, extrêmement généreux, parce que c'est pas facile pour les familles. Il faut que les familles se disent, on n'a pas le deuil qu'on a d'habitude, il n'y a pas d'exposition en salon. Le corps doit arriver dans les 48 heures au laboratoire, et généralement moins. Donc, il y a quelque chose qui est particulier, un arrêt dans le deuil, jusqu'au moment où on rend les cendres aux familles, et là où il faut reprendre le deuil, ce qui n'est pas forcément facile non plus. Donc c'est très généreux, tant de la part du donneur que de la part de la famille, mais c'est tellement magnifique. Et on parle de recherche, mais les étudiants qui sont passés dans un laboratoire d'anatomie comprennent tellement mieux le corps, respectent tellement mieux les personnes, parce qu'ils voient qu'on est tous différents. C'est quelque chose de très important, plutôt que de travailler sur des images numériques qui
ou des modèles qui sont tous d'une même personne. Là, on est tous différents. Et cette différence rentre aussi dans le fait que quand ils seront assis avec un patient, il sera différent du patient précédent. C'est quelque chose de très important Et aussi. j'imagine que pour les familles, c'est sans doute une belle fierté qu'ils ont également de voir que le corps d'un parent a pu servir justement à la science. Et puis Oui. ils le retrouvent, oui. Ils mettent comme un arrêt sur le deuil peut-être, mais il me semble que c'est une belle façon pour la personne décédée justement de continuer à vivre d'une autre façon, de faire avancer la science. Vous savez, nous offrons une cérémonie, nous faisons une cérémonie annuelle. Bon, là, on ne l'a pas fait depuis les 2 dernières années, bien sûr, mais on va la faire en très grand cette année. Cérémonie annuelle pour commémorer et remercier les familles et les donneurs qui ont donné leur corps pendant l'année. Chaque fois, c'est 600-700 personnes qui viennent assister à cette cérémonie. Il y a une messe traditionnelle, mais il y a aussi une cérémonie où on explique. Et les familles rencontrent des étudiants, des chercheurs, etc. Et donc, on répond à beaucoup de questions. Ceux qui veulent peuvent visiter le laboratoire. Ils ne voient pas de corps, bien sûr, mais ils sont dans les lieux où leurs familles, leurs proches ont été ou seront. Et dans ces cas-là, c'est vraiment intéressant de voir les questions que les gens nous posent. Oui. Et souvent, ils nous posent exactement cette question. Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, on ne peut pas dire pour votre père ce qu'on a fait avec lui, ça, ce serait pas éthique. Mais par contre, on leur raconte des histoires, des histoires vraies, des faits que nous avons vécus. Et je peux vous dire que les gens nous disent, j'étais pas d'accord, enfin certains nous disent, j'étais pas d'accord avant, mais maintenant je suis fier. Voilà. Et d'autres qui étaient d'accord sortent aussi très fiers, très contents de ça. Parce qu'en effet, c'est magnifique, c'est un don ultime. Les corps qui sont chez nous sont admirés par tout le monde. Oui, tout à fait. D'abord parce qu'un corps, c'est beau. Je suis anatomiste, je suis un peu biaisé là. Mais comme je dis souvent, sous la peau, on est tous beaux. Et c'est magnifique, tout ce qu'on fait avec ces corps. Donc oui, c'est magnifique. En moyenne, vous gardez les corps combien de temps? On s'est donné une limite de 3 ans. Un corps embaumé, on pourrait le garder 2 siècles. Là, c'est pas une question le corps reste intact. Mais on s'est donné 3 ans justement pour que les familles puissent achever leur deuil plus rapidement et facilement. Et on a vu, c'est correct là. Comme temps, c'est ce qu'il faut, ça correspond bien aux demandes des gens et les familles comprennent ça très bien. Oui, puis les familles doivent comprendre également que toute l'importance que vous devez porter sur l'utilisation du corps le plus possible au complet. Hein, oui, ça? Oui, c'est aussi un don très précieux. On ne peut pas se permettre de dire « Ah, ben là, on va faire une recherche sur le pied et c'est tout. » Non. Non. Il y a toute une gestion des corps qui sont faits pour le respect des corps, le respect du don. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on dit à nos étudiants. Hein. Vous savez, la personne a donné son corps pour être étudiée ou pour qu'on fasse de la recherche. Vous devez bien étudier et être bon, parce que sinon, vous ne respectez pas les volontés de la personne. C'est une vie qui était là aussi, exact. Au préalable. Exact. C'est vraiment très important. Okay. Mais vous me parliez de 3 ans, mais il vous arrive parfois aussi de garder les corps un peu plus longtemps, je crois. Oui, nous avons quelques cas où nous gardons les corps un peu plus longtemps, avec l'accord de la famille. On demande, hein, après les 3 ans, généralement un peu avant les 3 ans, on demande, on a le corps de votre père, par exemple, a été est très utilisé, très demandé, il a quelque chose d'unique, nous aimerions bien le garder plus longtemps. Et les familles, jusqu'à présent, comprennent. Nous avons 2 familles, je me souviens très bien, qui nous ont donné l'autorisation pendant 7-8 ans de garder les corps. Quand même. Parce que ça correspondait bien à ce que voulait
les personnes. Et donc, ça a été pour nous extrêmement utile, très bénéfique. Voilà. Donc, oui, il y en a quelques-uns qui restent plus longtemps, mais on essaie quand même de faciliter le deuil, justement, des personnes. Est-ce que durant le temps où vous conservez le corps, la famille vous appelle parfois ou Alors, la technicienne, Joanne Pellerin, la technicienne responsable du laboratoire, est responsable du don de corps à l'université. Et elle a des conversations très fréquentes avec les gens. Ça peut être les donneurs de leur vivant qui posent des questions, qui appellent. Oui. Certaines personnes sont simplement seules et veulent parler. Il y a aussi ça, mais il y a aussi les familles après le décès qui appellent pour savoir où on en est, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on sait quand ils recevront les cendres, etc. Il peut y avoir des questions, parfois des questions très pratiques au moment du décès, sur les papiers qu'il faut remplir, etc. Donc, ce genre de choses aussi. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, professeur Bronchty. C'est fort intéressant. On aurait pu faire une série d'émissions complètes avec vous seulement. C'est de savoir aussi pour les gens, c'est que de donner son corps, c'est un geste de générosité, mais c'est un geste aussi qui permet de redonner une certaine forme de vie aux êtres vivants, aux êtres qui nous succèdent. Tout à fait. Par conséquent. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci également à l'Université du Québec à Trois-Rivières, campus de Drummondville, pour sa belle collaboration dans le dossier. Sur ce, mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Cultiver son savoir. D'ici là, une excellente semaine à tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.